Bonjour à tous, bienvenue dans Sinosphère, votre magazine consacré à la Chine et aux Chinois. Fin 2011, la Chine a dépassé le cap du demi-milliard d'utilisateurs d'Internet. Blogueurs, parieurs, joueurs, dissidents, que font les Chinois sur la toile? C'est la question que je vais poser à mes invités dans un instant, mais tout de suite, c'est le sommaire. Les grandes villes chinoises vivent sur Internet et leurs habitants ont parfois du mal à décrocher. La Chine compte aujourd'hui 513 millions d'internautes, c'est 50 millions de plus que l'an dernier. C'est un nombre impressionnant, mais ça représente encore moins de 38% de la population chinoise. Pour atteindre la même proportion que les pays développés, le nombre d'internautes va encore doubler. Business, réseaux sociaux et jeux en ligne, quel est l'impact d'Internet sur la société chinoise contemporaine ? Et nous voilà de retour sur le plateau de Sinosphère au musée Guimet en compagnie de mes deux invités. Renaud Despins, bonjour. Bonjour. Vous êtes le spécialiste d'Internet et vous vivez à Pékin et vous êtes de passage à Paris. Merci d'avoir accepté l'invitation de Sinosphère. Et à vos côtés, Chen Xiaoxing, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur et vous avez notamment réalisé en 2010 un documentaire sur cette Chine numérique. Merci à tous les deux. Et avant d'explorer ensemble la toile chinoise, je vous propose de regarder ce reportage signé Séverine Bardon et Gaël Caron. À tout de suite. La Chine s'est résolument tournée vers les nouvelles technologies. Dans les grandes villes, elles envahissent le quotidien, parfois même dans des contextes un peu inattendus. Dites-moi ce que vous voulez et je passerai directement à la commande depuis ma tablette. Du porc aux champignons noirs. Celui-là. Du porc aux champignons noirs. Menu des restaurants sur tablette numérique, Wi-Fi gratuit dans presque tous les bars et lieux publics, quartiers entiers dédiés à l'informatique. Internet a accompagné le développement de la Chine. Il a surtout permis de belles success stories économiques, comme celle de Liebo. Née en 2006, la marque créée par deux jeunes stylistes a dès le départ fait le pari de l'aventure Internet. Pour Mei Gui, responsable marketing, cette stratégie a fait le succès de l'entreprise. L'avantage d'Internet, c'est qu'il n'y a aucune limite. Par exemple, une vendeuse dans un magasin, eh bien, elle ne verra peut-être qu'un ou deux clients par jour. Sur Internet, on peut facilement toucher plusieurs dizaines de milliers de clients potentiels. Vous voyez, aujourd'hui, eh bien, nous avons 500 000 visiteurs sur notre site. Tous les jours ? Oui, tous les jours. Imaginez le nombre de magasins qu'il faudrait ouvrir pour avoir autant de clients. Là, on n'a besoin que d'un site Internet. Pas de catalogue papier ni de magasin en ville pour Liebo. La société compte pourtant cette année sur un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. La marque emploie 800 personnes, dont 200 ouvriers dans son usine de fabrication, et une horde de stylistes, dont la mission pour 2012 est de créer pas moins de 20 000 nouveaux modèles. Moi, je pensais qu'on pouvait tout leur faire changer. Mais tu leur as carrément interdit d'utiliser cette matière. Si tu leur donnes des ordres négatifs, ils n'accepteront jamais de t'obéir. Si les vêtements se vendent si bien sur Internet, c'est aussi et surtout parce qu'en Chine, le système de paiement en ligne a été conçu pour protéger le client. Une spécificité locale qui a permis l'explosion de l'e-commerce chinois. En fait, il y a un intermédiaire qui joue le rôle d'assureur quand on achète en ligne. Celui qui achète sur Internet ne nous verse pas directement l'argent sur notre compte bancaire, mais il l'envoie à cet intermédiaire sur Internet. Ce n'est qu'après avoir reçu sa marchandise, une fois qu'il en est content, qu'il confirme sa commande et donne l'ordre à l'intermédiaire de nous transférer l'argent. Donc ce n'est pas un processus direct de transfert d'argent liquide. Grâce à cette astuce qui rassure les consommateurs, les sociétés d'e-commerce prospèrent. La Chine compte aujourd'hui 200 000 sites de vente en ligne sur lesquels les Chinois dépensent tous les ans près de 100 milliards d'euros. Du coup, la Chine s'imagine volontiers en Silicon Valley du XXIe siècle. Figure emblématique de ses ambitions chinoises, le moteur de recherche Baidu, son campus à l'américaine et sa culture d'entreprise résolument cool. Une fierté pour Kaiser Kuo, responsable de la communication du groupe. Les gens sont responsables de leur propre travail au sein de leurs équipes. Ce qui est super, c'est que chacun décide de ses heures. L'important, c'est le résultat. Alors, pour ceux qui travaillent tard, qui ont besoin d'une pause, on a ces salles de repos avec des fauteuils de massage. Si vous êtes fatigué, que vous avez besoin d'une sieste de 20 minutes et d'un petit massage, vous pouvez le faire ici. Baidu et ses 15 000 employés monopolisent aujourd'hui plus de 80% du secteur chinois des recherches en ligne.
Le géant américain Google, pourtant leader incontesté au niveau mondial, doit en Chine se contenter des miettes du marché. En apparence, oui, on ressemble à Google. On est un site de recherche. Quand vous ouvrez le site de Baidu, vous avez une page d'accueil assez simple et la présentation des résultats de la recherche est similaire. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler prendre ce qu'il y a de mieux. En fait, j'irais même jusqu'à dire que dans les années à venir, on pourrait leur apprendre pas mal de choses. La ressemblance entre Baidu et Google est pourtant troublante, tout comme les celles entre Zhenzhen et Facebook ou entre Youku et YouTube. Hasard supplémentaire, tous ces sites étrangers sont inaccessibles depuis la Chine, bloqués par la grande muraille de la censure. Pour Renaud de Spins, spécialiste de l'Internet chinois, l'apparition ou le développement de ces sites ne doivent rien au hasard. Sur l'émergence des grands sites Internet chinois, on a absolument un paradoxe. Leur émergence a très certainement été favorisée par le protectionnisme et la censure. En revanche, aujourd'hui, leur développement est gêné par le protectionnisme et la censure. Un outil comme Weibo, par exemple, ça mériterait d'avoir un succès international et pas uniquement un succès chinois. Weibo, c'est le nouveau phénomène du net chinois. Un site de microblogging né en 2009, un mois après l'interdiction de Twitter en Chine. Aujourd'hui, près de 300 millions d'internautes postent sur Weibo leurs récits du quotidien ou leurs commentaires de l'actualité. Un espace d'expression inédit en Chine. Pourtant, même sur Weibo, la censure n'est jamais bien loin, comme l'explique Michael Anti, blogueur de la première heure. Si vous utilisez des mots-clés liés aux mouvements sociaux, vous êtes facilement repéré par le système. Vous êtes marqué. Votre compte est marqué. Il est signalé comme dangereux. Même ceux qui vous suivent, leur index de loyauté politique est diminué sur Weibo. Selon Reporters sans frontières, 68 cyberdissidents chinois étaient encore en prison début janvier 2012. Renaud de Spins, on vient de voir une Chine très connectée, mais lorsqu'on y regarde de plus près, le taux de pénétration n'est finalement que de 37,7%. On est loin des taux français ou américains. Est-ce qu'on peut dire finalement qu'il y a un fossé digital en Chine ? Question de jugement de valeur qui est un peu difficile parce que les progressions en tout cas sont extrêmement importantes. Évidemment, si on compare à la France d'aujourd'hui, on a l'impression que c'est en décalage, mais il faudrait comparer peut-être à la France d'il y a 10 ans. Et encore, même si les taux de pénétration ont l'air moins importants, la structure de la société chinoise, qui est beaucoup plus clanique que la nôtre, beaucoup plus solidaire par certains aspects, fait que les informations que, par exemple, vont avoir les jeunes sur Internet vont arriver en général jusqu'aux campagnes les moins connectées parce qu'ils reviennent chez eux lors du Nouvel An, parce qu'ils continuent à garder des contacts. Donc l'information est partagée malgré tout. Chen Xiaoxing, qu'est-ce qu'on peut dire finalement d'Internet en zone rurale? Est-ce que les gens sont connectés? Est-ce que c'est finalement... là, j'imagine qu'il y a des marges de progression importantes. Oui, je pense que la couverture a énormément progressé. Je n'ai pas de chiffres exacts à proposer, mais par exemple, même dans des campagnes assez reculées, aujourd'hui, il y a le téléphone mobile. Et c'est vrai, on pouvait difficilement imaginer l'accès à l'Internet il y a encore 10 ans dans ces zones où il n'y a pas de ligne téléphonique fixe. Mais aujourd'hui, grâce à la téléphonie mobile, que ces gens éloignés pouvaient envoyer sur des plateformes simplifiées sur leur téléphone qui ressemblent à un smartphone, qu'on peut envoyer des messages, des emails et aussi d'accéder au contenu du web. Voilà, donc la révolution passe aussi par le téléphone portable. Renaud de Spins, quand on parle Internet, il y a un phénomène en Chine qui a été évoqué évidemment dans ce reportage, c'est Weibo, le Twitter chinois, plus de 300 millions d'inscrits. Finalement, qu'est-ce qui se passe sur qui sont ces microblogueurs ? Alors déjà, on vient de parler de pénétration. Là, il y a quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais quand on dit Weibo, le Twitter chinois, ça ne donne pas une bonne idée parce que Twitter, par exemple, aux États-Unis, est utilisé par un Américain sur 20. Twitter en France est utilisé par un Français sur 30. Et Twitter en Chine est utilisé par un Chinois sur 7.
pas un internaute sur 7, un Chinois sur 7. Ça veut dire que le microblog en Chine a un taux de pénétration record. Et comment expliquer justement cet appétit pour le microblog ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a un des facteurs, là aussi, qu'on a du mal à comprendre, c'est que Twitter fait 140 caractères. Qu'est-ce que vous pouvez dire en 140 caractères? En français, vous ne pouvez rien dire, pratiquement une phrase et encore. En anglais, c'est un peu mieux avec les petites particules. En chinois, vous dites facilement 140 caractères, 5 fois plus qu'en français. Donc, vous pouvez raconter une petite histoire, vous pouvez développer une opinion, et je pense que c'est une des raisons. Alors, il y a aussi une autre raison, c'est que Weibo a été créé et développé par un acteur majeur de l'Internet chinois avec une énorme puissance de frappe. Quand ils ont ouvert le service de Weibo, c'était 1 mois après avoir coupé Twitter déjà. Donc, coïncidence. Voilà, suite aux événements d'Urumqi, donc il n'y avait plus de concurrence. Et ils sont allés voir tout le monde, ils sont allés voir toutes les stars. Hein, c'est Sina, l'énorme, le plus grand portail Internet chinois. Ils sont allés voir toutes les stars, ils sont allés voir toutes les administrations, ils sont allés voir toutes les ambassades, ils sont allés voir tout ce qu'aujourd'hui on appelle les KOL, les Key Opinion Leaders, pour qu'ils soient sur Weibo. Donc il y a eu la conjonction de ces deux facteurs, plus aussi le fait que, contrairement à ce qu'on a dit aussi au début, un clone de Twitter, etc., c'était un clone extrêmement évolué de Twitter. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup plus de choses que sur Twitter? Voilà, aujourd'hui c'est à peu près équivalent, parce que Twitter s'est un peu rattrapé. Mais par exemple, vous pouvez poster des photographies dès le début. Hein, c'était une fonctionnalité qui existait dès le début. On peut encore faire des choses très amusantes, comme poster des sondages en ligne. Alors c'est intéressant aussi dans un pays où théoriquement on n'a pas une opinion publique avec des sondages transparents, etc. On peut poster des vidéos, on peut faire plein de choses qu'aujourd'hui Twitter est en train de rattraper. Voilà, donc là c'est une avancée de Weibo. Chen Xiaoxing, évidemment, lorsqu'on parle Internet en Chine, en tout cas en Occident, on l'associe souvent à une expression de la contestation, justement à travers Weibo. Finalement, ces micro-blogueurs, on va dire, non pas dissidents, mais contestataires, est-ce qu'ils forment une minorité ou une majorité de l'activité du net? Je pense quand même proportionnellement, c'est une minorité par rapport à l'ensemble des utilisateurs. Quelque part, Internet aujourd'hui en Chine est un espace ouvert, ça veut dire que tout le monde peut utiliser, ça veut dire aussi bien des dissidents politiques, comme vous avez souligné, que les autres personnes, ou bien même des personnes qui sont pro-gouvernement. Voilà, donc il y a le fameux exemple qui s'appelle Wumaodang, le parti des 50 centimes. J'avais évoqué dans mon film, vous connaissez sans doute, ce sont des personnes qui sont engagées, soit financièrement ou pour d'autres motivations, par les autorités pour écrire des blogs ou des avis pro-gouvernementaux. Alors justement sur cette censure, on va dire cette armée de blogueurs envoyés directement par l'État, comment ça se passe? C'est vraiment physiquement, il y a des gens qui observent les micro-blogueurs, qui observent sans cesse ces 300 millions de personnes? Il n'y a pas des... Alors, là aussi, on a souvent un petit peu des fantasmes vu de l'Occident. Évidemment, il y a des personnes qui sont appelées en chinois des commentateurs Internet, hein, ce sont leurs titres officiels, qui sont différents aussi des cyberpoliciers. Il y a aussi des cyberpoliciers. Hein. Les commentateurs Internet ne sont pas forcément employés par le gouvernement central. Il y a des commentateurs Internet qui peuvent être employés par des autorités locales, par des entreprises, etc., qui veulent faire pression donc, sur l'opinion publique Internet. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'évolution de ces dernières années montre leur déclin. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus noyés, malgré tous leurs efforts. Il y a des efforts qui continuent à être faits. Il y a des campagnes d'opinion sur Internet. Le gouvernement essaye d'infléchir aussi. Il est de plus en plus actif. Le gouvernement a même son Weibo, le Weibo ministériel. Il y en a plusieurs à travers toutes ces différentes autorités. Donc le gouvernement et toutes les autorités locales chinoises sont de plus en plus actifs. Mais cet accroissement d'activité ne leur permet pas de maintenir la tête hors de l'eau face au flux d'expression libre et d'informations qu'on trouve sur Internet chinois et notamment Weibo. Oui. Je vous propose de regarder un autre reportage sur un phénomène qui est l'addiction au net, plus particulièrement chez les jeunes ados accros aux jeux vidéo et qui se retrouvent en cure de désintoxication. A tout de suite.
Discipline militaire et exercice physique obligatoire pour la quarantaine de pensionnaires de ce centre éducatif pékinois. Les élèves ont entre 13 et 20 ans et viennent de toute la Chine. Fuyao et ses camarades n'ont qu'un point en commun, leur addiction à Internet. Je suis ici parce qu'à la maison, je ne m'entendais plus du tout avec mes parents. Tout ça à cause d'Internet. Je jouais toute la journée. Je volais de l'argent à mon père pour pouvoir aller jouer dans les cafés Internet. Même à la maison, j'y passais mes journées, assis sur un tabouret devant l'ordinateur. Je ne m'arrêtais même pas pour manger. C'est mon père qui m'apportait à manger. Fuyao passait en moyenne 10 heures par jour devant son écran. Comme la plupart des jeunes internautes du pays, il consacrait l'essentiel de son temps en ligne aux jeux en réseau. Déscolarisé, coupé du monde extérieur, cette école était sa chance de redevenir un adolescent, presque comme les autres. Il ne faut pas mépriser les gens dans la difficulté. Il ne faut pas non plus ignorer les plus pauvres. Il ne faut pas négliger les vieux amis. Il ne faut pas non plus privilégier les nouveaux amis. Ici, pas de cours de maths ou d'histoire. Liang Mei, professeure principale et directrice de l'école, a choisi d'enseigner les principes de base de la philosophie confucéenne. Les règles de comportement, la politesse, ils n'ont aucun repère. C'est ça qu'on essaie de leur apprendre ici. Les élèves passent en moyenne 6 mois dans cette école. Sans aucun contact avec leur famille pendant les 3 premiers mois, ils peuvent se confier à une psychologue. Avant, quand j'y repense, j'ai l'impression que ma vie était totalement différente. Tu gères un peu mieux la réalité en fait. Quand tu es confronté à des problèmes, eh bien maintenant tu sais y faire face. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je trouve maintenant que les jeux en ligne, ça n'a plus grand intérêt. Fuyao pourra bientôt rentrer chez lui. L'adolescent s'en réjouit, mais ne peut dissimuler son appréhension. Certains jeunes ont dû faire plusieurs séjours dans ce centre de désintoxication avant de guérir de leur addiction au net. Chen Xiaoxing, vous connaissez bien ce centre de désintoxication. Racontez-nous un petit peu le quotidien de ces jeunes. C'est finalement un petit peu militaire aussi, non, comme organisation? Oui, c'est vrai. Il y a 2 ans, quand je fais ce documentaire pour France O, China Online, j'étais dans ce camp, entre guillemets, de désintoxication. C'est vrai, c'est une discipline de fer, puisque ce sont des enfants uniques, qui sont des enfants gâtés à la maison. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ces enfants ne sont pas souvent d'origine citadine. Souvent, ils viennent de la campagne, puisque les parents étant travailleurs migrants, ils ont confié l'éducation de l'enfant aux grands-parents. Donc du coup, pour les grands-parents, tant que les enfants restent devant l'ordinateur, ne bougent pas, qui ne sortent pas pour faire des bêtises, ça leur convient. Et peu à peu, ces enfants deviennent l'accro du net. Et essentiellement, ce sont des garçons, comme on peut voir dans ce reportage aussi, qui sont une majorité de cette population victime du net. Alors Renaud Despins, ces jeunes qui sont accros aux jeux, qui jouent en réseau, et notamment dans les cybercafés, c'est absolument incroyable dans toutes les villes et même justement dans les zones 2e, 3e tiers, c'est l'omniprésence des cybercafés. Comment expliquer justement qu'il y en ait tant en Chine? Et on voit surtout ce genre de phénomène effectivement dans les villes les plus ennuyeuses de 2e ou 3e catégorie. Quand on va à Pékin, on voit moins ce genre de cybercafé avec des petits jeunes qui sont en train de jouer. Parce que aussi la société chinoise fait qu'il y a plein de choses qui sont mal vues, par exemple aller sortir ou aller voir les filles, tout ça c'est mal vu. Donc si le jeune garçon reste, en plus les jeux sont conçus pour lui, hein, sont des jeux un peu guerriers comme les World of Warcraft et compagnie. On sait qu'il est là, il n'est pas loin, alors au début l'entourage laisse faire. On préfère l'avoir à la maison plutôt que dehors quand on ne sait pas ce qu'il fait, quoi. Voilà. Mais en revanche, on en parle évidemment avec ce centre de désintoxication, mais ça, ce n'est pas du tout un phénomène. L'addiction au net, ce n'est pas un phénomène purement chinois. Il y a des centres de désintoxication comme ça aux États-Unis notamment.
Oui, alors ce qui est chinois, c'est ce sujet-là sur ces centres un petit peu paramilitaires, on le voit, ça fleurit aussi à peu près tous les 6 mois, on va dire, dans la presse chinoise. C'est un petit peu une marque de fabrique chinoise, une sorte de... Mais je crois qu'aux États-Unis, ça existe aussi, des stages survival comme ça dans la nature. Je ne suis pas sûr que les Chinois sont à l'origine de cette idée. Ils ont très bien pu le prendre aux États-Unis. Oui, en tout cas, ça existe aux États-Unis. Donc finalement, là, on voit une autre. On a parlé tout à l'heure finalement d'une utilisation plus politique, contestataire. Là, c'est les jeunes. Chen Xiaoxing aussi, l'autre évolution majeure, et on l'a vu dans le reportage précédent, c'est aussi l'e-commerce en Chine. C'était quelque chose d'inexistant et qui est vraiment en train de croître d'une façon étonnante. Quel a été le déclic? Il y a 5 ans, les Chinois n'utilisaient pas pratiquement de carte de crédit. Et aujourd'hui, quel a été le déclic pour que le e-commerce se développe à ce point-là? Je pense que c'est déjà lié à l'essor global de la Chine, puisque avant il y avait pénurie de marchandises, aujourd'hui c'est l'abondance. Mais après, je pense qu'il y a plusieurs spécificités chinoises. Une première, c'est en effet le moyen de paiement qu'on avait trouvé qui convenait à la Chine. C'est-à-dire, en effet, en Chine, il n'y a pas de carte de crédit pour tout le monde. Et ils ont trouvé le moyen, comme il y a une main-d'œuvre pas chère, donc il y a des livreurs qui réceptionnaient l'argent en même temps, qui encaissaient, avec l'acceptation bien sûr de la marchandise. Donc du coup, ça crée des emplois, en même temps, ça facilite le paiement quand on n'a pas de carte de crédit. Deuxième chose, je pense aussi en Chine, ce n'est pas comme dans les pays développés. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y avait très peu, au niveau de l'infrastructure, très peu de supermarchés ou de grands réseaux de distribution. Là, donc, l'e-commerce a profité de ce vide pour proposer des marchandises à votre porte. Je pense aussi l'une des raisons que ça prospère en Chine. Alors, Renaud Despins, on l'a vu aussi, donc c'est une prospérité dans de nombreux domaines. En revanche, pour les grands acteurs, Google, Twitter, Facebook, Internet reste quand même, la porte est encore fermée. Comment expliquer justement que ces acteurs n'aient pas... Alors Google est encore accessible. Google est gêné, par exemple, la recherche par image est gênée, mais la recherche sur mots-clés simples est tout à fait accessible. En revanche, effectivement, Twitter, Facebook, énormément. Il y a tout Blogspot, par exemple, il y a certains sites, il y a RFI qui est bloqué, il y a énormément de sites qui ne sont pas accessibles, sauf... Avec les fameux VPN ou... Sauf, oui, en utilisant ce que les Chinois appellent les moyens de franchir la Grande Muraille, Fanxiang, franchir la Grande Cybermuraille, et de plus en plus de Chinois le font. Alors finalement, quand on voit que des sites comme Facebook ou Twitter sont bloqués, au-delà de la censure, c'est aussi pour protéger, finalement pour que les acteurs locaux puissent profiter pleinement du marché. Comment est-ce que vous analysez, vous, cette situation? Il y a probablement une pluralité de facteurs, mais effectivement, on peut souvent se demander si la censure n'a pas eu des visées protectionnistes. Facebook, Twitter, c'est assez clair que les acteurs chinois ont profité du fait que ces outils étaient inaccessibles ou difficilement accessibles en Chine. Oui, parce que Chen Xiaoxing, il y a finalement des versions, c'est une hypocrisie, parce qu'il n'y a pas Facebook, mais il y a son équivalent Zhenzhen, il y a son équivalent chinois, il n'y a pas YouTube, mais il y a Youko. Finalement, c'est la même chose, mais version chinoise. C'est vrai. Bon, du fait de l'immensité du pays et l'importance de la population, c'est vrai, on peut imaginer la Chine comme un continent en soi. Bon, en même temps, je pense qu'il ne faut pas raisonner comme l'Internet chinois est vraiment en vase clos. C'est-à-dire, quand même, il y a des échanges avec le reste du monde. Il y a d'autres sites, outre ces sites, il y a d'autres sites qu'on pourrait accéder. Aussi, il y a des échanges d'emails qui facilitent la vie quotidienne de tous. Mais en effet, quand même, la plupart d'internautes chinois vont surfer sur des sites en chinois qui sont proposés par des prestataires chinois. Merci à tous les deux. Renaud Despins, je rappelle que vous êtes spécialiste de la Chine, vous habitez à Pékin. Chen Xiaoxing, de votre côté, vous êtes réalisateur. Merci à tous les deux. Merci à vous qui nous suivez et merci au Musée Guimet qui nous accueille. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve dans 15 jours.